Armes au pied. Littoral sous RP numéro 470/025. RMP numéro 4664/25/NTB. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, le parti civil ci-après. 1. Monsieur Salomon Kaboumou. 2. Madame Aimé Kiningu Mukalabama. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide prétère intentionnel, violation des consignes. Fait à Kinshasa le 9 mai 2025, le greffier principal Mounongo Zakimouana Vincent, lieutenant-colonel. Supérieur adjoint Kanza Dunia. À la barre. À la barre. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. APP Kabongo Théo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne. Le général Kikobia Denis, médecin directeur de l'hôpital militaire de référence Kankopolo, ainsi que le professeur Dr Chumba, Bondo général, médecin. Il peut se présenter là-bas. Le capitaine médecin légiste Moulamba. Police d'audience, venez soin d'isoler le capitaine. Chercher ça agréable pour les mettre en attendant la déposition générale. Non, place-moi en haut, technique. Et étant juriste, les uns comme les autres ont été pratiquement en difficulté d'interpréter certains termes utilisés par vous, nonobstant l'évolution de la science, mais quand même la comparaison de l'auteur de l'œuvre paraît utile pour la manifestation de la vérité et éclairer la lanterne aussi de la cour.
Donc vous êtes à la disposition des parties au procès, notamment ministère public, partie civile ainsi que parties prévenues, qui vont vous soumettre leurs préoccupations dans l'espoir de trouver une satisfaction. On commence par le ministère public. Seigneur membre de la Cour, en général, merci pour avoir répondu à l'invitation de la Cour. C'était comme le président l'a dit tout à l'heure, c'était pour expliquer à la Cour les termes techniques qui se trouvent dans votre rapport. La Cour vous a requis pour dire à la Cour la cause du décès du regretté Kabeya Fiston. Donc vous avez examiné le corps. Est-ce que êtes-vous prêt à expliquer votre rapport? Si vous n'en avez pas une copie, la Cour peut vous passer votre propre rapport pour mieux expliquer certains termes qui sont dans votre rapport et pour éclairer sa lanterne par rapport au code du décès du Fiston Kabeya. C'est ça. Merci pour la parole accordée. Votre nom. Ce serait plus facile que ceux qui ont trouvé des difficultés à interpréter certains termes posent les questions. Comme ça, j'y réponds. En résumé, par rapport à ce que l'organe de la loi venait de dire, la cause du décès, c'est l'hémorragie cérébrale. Cette hémorragie cérébrale n'est pas survenue par hasard. Elle peut survenir lorsque la tension dans le vaisseau du cerveau dépasse leur résistance. À ce moment-là, le vaisseau éclate. C'est une des modalités. Qui peut aussi survenir à la suite d'une onde de choc, c'est-à-dire d'un coup donné sur la boîte crânienne et qui continue jusqu'à ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire le cerveau. Voilà. Dans le cas que nous avons eu à examiner, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait au niveau du cuir chevelu et au niveau du cerveau, du sang qui ne devait pas s'y trouver. C'était un endroit anormal pour le sang. Le sang doit être dans les vaisseaux. Maintenant, lorsqu'il y a des difficultés quant à l'interprétation de certains termes techniques, je suis là pour parce que nous n'allons pas amener les docteurs à faire un double emploi. Tout est déjà consigné, mais vous relevez tout simplement les mots techniques qui a posé problème dans l'interprétation et ce dernier est disposé à y répondre. Pour le ministère public, s'il n'y en a pas, on passe la parole à la défense. Vous voulez seulement savoir la cause du décès, n'est-ce pas? Il a pris le rapport, il a dressé. Je me limite là parce que c'est ce qu'on cherche. C'est là la préoccupation de la Cour qu'on voudrait vider par rapport à la cause du décès du regretté Fiston Kabeya. Nous voulons, la Cour s'est retrouvée à un certain moment bloquée par rapport à cette cause du décès. C'est ainsi que nous avons écrit le médecin pour qu'il fasse un travail technique et qu'il puisse nous éclairer la Cour par rapport à ça.
Je pense que c'est la préoccupation principale du ministère public et même de la Cour. Merci. Les différentes audiences qui se sont tenues étaient sans appel et les rapports du médecin expert à la matière et pas n'importe lequel, le professeur à la matière, nous n'avons rien ajouté ni question, tout est clair comme l'eau, très limpide, et nous laissons la place à ceux qui estiment qu'il y a des mots qui leur compliquent. Le professeur est là, ça va les éclairer. Pour nous, on prend acte. Je le disais tout à l'heure, la question que nous aimerions faire poser par votre cours n'est pas relative aux termes techniques employés dans le rapport. Elle consiste plutôt à ce que le professeur Tchomba puisse expliquer devant votre cours le fait qu'après avoir procédé au devoir auquel il a été soumis par la Cour, pourquoi a-t-il demandé ou a-t-il fait 9 recommandations à votre Cour? Quelle serait l'incidence de ces 9 recommandations? Alors que lui, expert de son État, a fait un travail d'un expert. Cependant, avant de conclure, il dit: pour la manifestation de la vérité, il y a lieu que la Cour procède aux 9 recommandations, entre autres, quelle a été la santé de Kabé avant sa mort, quels sont les témoins qui l'ont vu avant de décéder, les conditions dans lesquelles il était détenu, et ainsi de suite. Pour lui, ces recommandations, quelle est l'incidence de ces recommandations, au cas où elles ne sont pas observées par la Cour, pour la manifestation de la vérité? J'ai dit. Donc, on doit rester ouvert et examiner tous les points à fond. C'est dans ce sens-là que je souhaitais, si on veut vraiment connaître la vérité, l'on aille puiser un petit peu dans ces domaines-là. D'après les dires, ce que on a reporté ici, en disant version de apprendre avec les réserves d'usage, cela signifie que on rapporte sans cautionner ce que l'intéressé lui raconte. Donc on ne prend pas position. Il s'est fait que la personne avait été arrêtée et emmenée, d'après l'historique, à la primature. De là, la personne a été emmenée au cachot, je crois, de l'auditorat, quelque chose comme ça. Lorsque cette personne est arrivée, elle devait, à moins qu'elle n'ait été seule dans la cellule. S'il y avait d'autres personnes avec elle, il serait intéressant quand même de savoir dans quel état cette personne est arrivée à cet endroit. Et de un. De deux, son état de santé se présentait comment? Lorsque quelqu'un arrive maladif, ou en train de trembler, ou en train de boiter, n'importe qui peut savoir que cette personne n'est pas bien. Si cette personne n'est pas bien, on s'enquiert quand même de son état, de façon à pouvoir lui apporter le secours nécessaire, si c'est nécessaire. Cet aspect serait intéressant quand même à exploiter. Dans quel état le regretté fiston est arrivé à la primature et qui l'a emmené au cachot de la garnison, je crois. S'il y avait d'autres co-détenus, ceux-ci ont pu voir dans quel état cette personne est arrivée. Ce serait important. Après l'avoir arrêté, on l'a emmené
comme je viens de vous le dire. Mais c'est un agent de l'ordre. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en détention sans l'éditionner, sans savoir ce qu'il a commis comme infraction, ainsi de suite? Si cela a été fait, ça doit être consigné dans un PV. Il faudrait voir un peu ce qu'il y a dans ce PV qui peut aussi aider. Les conditions de détention. Une reconstitution, ça veut dire une descente sur la scène de crime, peut nous apporter beaucoup d'informations. Rien que avoir l'état de l'endroit où les gens sont détenus, les conditions dans lesquelles ces gens sont détenus, tous ces éléments sont importants. Et si les conditions de détention ne sont pas favorables à l'état de santé de certaines personnes, ceci est aussi une information importante à creuser. Et les co-détenus demeurent toujours des témoins privilégiés. Je pense que pour le triomphe de la vérité, il faudrait écouter un peu leur version des choses parce qu'ils étaient détenus ensemble. Un autre problème soulevé, on les a emmenés à Troyes, à l'hôpital militaire. Pourquoi est-ce qu'on les a emmenés à l'hôpital? C'est que leur état n'était pas bien. Entre le 25 et le 29, je crois, le jour où Fiston nous a quittés, s'est écoulé 3 ou 4 jours. Quel était l'état de santé de Fiston et son maman? Si son état se détériorait, pourquoi ne l'a-t-on pas emmené à l'hôpital tout de suite? Donc ce sont toutes ces questions qui reviennent. Par rapport aux lésions, pour un peu expliciter les attentes de l'organe de la loi, lorsqu'on reçoit un coup sur la tête, selon l'intensité de ce coup, on peut être groggy. Ça veut dire qu'on perd plus ou moins connaissance. Et si le coup est très très fort, on peut même tomber. Ça signifie que les cellules du cerveau ne fonctionnent plus. Lorsqu'on tombe inconscient, on ne choisit pas comment on va tomber. La première partie du corps qui touche le sol, c'est cette partie-là qui portera les indices de la chute. C'est ainsi que si on tombe à l'inverse, la partie postérieure de la tête peut cogner le sol. Selon l'intensité de cette chute, les lésions peuvent être tout à fait évidentes. Et dans ces cas, on peut effectivement aussi perdre connaissance. Les lésions que l'on a décrites peuvent relever d'autres causes, comme je viens de vous dire, une chute, en cas de crise d'épilepsie, en cas de baisse du taux de sucre dans le sang. Quand c'est ainsi, le cerveau ne fonctionne pas. Il y a un peu de possibilité, la personne peut tomber. On ne va pas choisir de quelle façon elle peut tomber. Quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie va se retrouver dans la même situation.
c'est cela aussi qu'il fallait creuser pour savoir si, au-delà des signes qui montrent que les lésions constatées sont des lésions antémortelles, c'est-à-dire du vivant de la personne, on élimine tout de suite les autres instruments vulnérables parce que le type de lésion vous conduit à en déduire l'organe ou l'objet qu'on a utilisé pour ce faire. Par exemple, lorsque vous utilisez un couteau c'est une arme blanche, tranchante, coupante. Une arme comme ça laisse toujours des lésions particulières qui ont des caractéristiques particulières. Mais lorsque l'arme utilisée, l'objet utilisé, c'est un objet qui a une masse, un volume, un poids, on dit objet contondant, il faut savoir comment cet objet a été manié, manipulé. Un objet qui n'acquiert pas une vitesse ne peut pas générer de l'énergie cinétique. Et donc, pour que l'objet contondant arrive à produire une lésion, il faut que cet objet ait une certaine vitesse. C'est ça qui génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est le transfert de cette énergie sur un corps, sur n'importe quelle cible, qui va provoquer soit, lorsque la structure de la cible n'est pas costaud, c'est la cible qui va être démolie. Et si c'est l'objet qui n'a pas une structure solide, c'est l'objet qui va être démoli. Et donc, le type de lésion provoquée par des objets contondants, ce sont des échymoses. L'échymose, c'est une suffusion sanguine superficielle, ce qu'on appelle bleu. Ça, c'est la contusion du premier domaine. Et si l'intensité est plus forte, elle peut créer ce qu'on appelle une bosse sérosanguine, c'est-à-dire un hématome. Et l'hématome, c'est une contusion de second degré. Il se crée une connexion de sang. Voilà. C'est ce qu'on avait constaté effectivement à l'examen de la dépouille de Reté Fiston. Lorsque cette intensité est encore beaucoup plus forte, elle peut provoquer la fracture de n'importe quel os. Ici, c'est la boîte crânienne, c'est un os qui peut aussi se fracturer lorsqu'il y a un coup important. Ce qu'on n'avait pas trouvé dans ce cas, par contre, on avait trouvé des échymoses, des hématomes, et à l'intérieur de la boîte crânienne, une hémorragie cérébrale. Les cellules nerveuses sont excessivement sensibles et vulnérables à la diminution ou au manque d'oxygène. Dès que la quantité d'oxygène baisse un peu, on a des vertiges, on peut tomber. Si ce temps perdure, on peut tomber en syncope. Et si on ne fait rien, on entre dans le coma. Et si on ne fait rien, on peut perdre quelqu'un. Voilà un peu votre honneur, si vous pouvez me limiter là, en attendant d'autres questions. L'incident, parce que vous avez donné la réponse sous 7 ou 8 réserves. Alors, en cas d'inobservation de l'une des conditions, est-ce qu'il y a un incident direct sur le résultat que vous aviez présenté à l'issue de votre travail? Est-ce qu'il y a un incident direct en cas d'inobservation de l'une des recommandations faites par vous? Et donc c'est une perte. Et on n'a pas le droit d'être superficiel. Donc on doit épuiser toutes les sources d'informations qui permettent à la vérité de triompher. C'est dans ce sens-là. Par exemple, si auprès des
témoins privilégiés, ceux qui l'ont vu dernièrement vivant, on peut avoir des informations qui peuvent être utiles. Le fait de voir dans quelles conditions ils étaient détenus, ça peut nous aider aussi à comprendre que, à la suite d'une défaillance, il a pu se passer ceci ou cela. Sans ces informations, on peut conclure. Ce que l'on a mis noir sur blanc, ce sont nos constatations. Ça s'arrête là. Mais pour tracer un lien d'imputabilité, on va dire c'est ceci ou cela qui a provoqué, ça c'est pas le travail du médecin légiste. Nous examinons les lésions, nous essayons de comprendre comment ces lésions ont été produites, on appelle ça cinétique lésionnelle, et la gravité de ces lésions, leur impact sur la vie de la personne, ainsi de suite. Ça, oui, ça c'est notre travail. Mais nous ne pouvons pas dire désigner les responsables. Non, ça c'est le travail de l'organe de la loi et des enquêteurs. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu tous ces aspects. Il y a un élément important. Oui, allez-y. Les 3 personnes ont été conduites à l'hôpital central militaire. En arrivant, le médecin de l'hôpital a constaté que Fiston était déjà mort. Il est important de savoir si Fiston était mort au cachot, à l'extérieur du cachot ou pendant son transfert. C'est très très important tout ça dans l'hôtel. Il a été conduit avec 2 autres détenus qui, eux, ont été hospitalisés. Où sont-ils? Parce que c'était des co-détenus. Donc, eux aussi pouvaient nous donner quelques informations utiles sur ce qui a pu se passer en dernier lieu. C'est pour ça que j'avais soulevé ces quelques préoccupations. La présentation du corps. Merci, Votre Honneur, pour vos questions. Non, justement. Dans des cas comme ça, ce n'est pas ce certificat de décès qui est valable. Le certificat de décès, c'est l'expression écrite des constatations qu'il y a. Donc, lorsque la personne meurt, le médecin qui constate le décès peut faire ce certificat. Mais si le décès est suspect, si les conditions sont suspectes, ce certificat n'est pas valable. Il sera valable après la mission, par exemple, que vous nous aviez donnée. C'est à nous à délivrer le certificat de décès parce que nous aurons constaté et la cause du décès. Voilà. En tous les cas, nous n'avons pas eu ce certificat et ce serait intéressant aussi de savoir quel est le médecin qui a rédigé ce certificat. Parce que c'est lui qui a examiné le corps avant que nous le fassions. Et donc, il peut avoir des informations importantes. Un médecin bien formé peut faire la différence entre un bleu, une blessure, ainsi de suite. Si le corps qu'on lui apporte présente des signes d'agression, tout de suite, il va avoir le réflexe de se dire ça, ce n'est pas une mort naturelle. Une mort naturelle, c'est une mort de cause interne. Par exemple, quelqu'un qui souffrait du cœur, qui en meurt, quelqu'un qui a fait un AVC ou 2 fois, 3e fois, qui en meurt, quelqu'un qui a une cirrhose, qui en meurt, on sait que cette personne souffrait de ceci et elle est partie. Mais quelqu'un qui apparemment n'avait pas ce genre de problème, et vous en prenez tout d'un coup qu'il est mort, ça fait partie des morts que l'on qualifie de suspectes. Et toute mort suspecte relève de la justice, votre nom. C'est à ce moment-là que vous nous repérez et nous faisons notre travail. Ok, merci beaucoup. C'est encore que, à se dire, s'il existait, il serait suspect parce qu'il s'agit d'une mort suspecte.
dès lors que Kabe, avant de décéder, a passé plus de 4 jours au niveau de l'auditorat sans que l'on sache dans quelles conditions il était. Avec votre permission, je crois qu'il y a des confrères qui ont des questions à faire poser. Merci. Ok, c'est bon. Déjà dans l'entrée du jeu, Monsieur le Premier Président, nous saluons la narration telle que présentée par l'expert en séjour, Monsieur le Président. L'on peut encore réaffirmer en séjour, Monsieur le Premier Président, de ce que nous avons dit à l'audience de la fois passée, que nous confirmons ce rapport, et ce rapport va à l'avantage ou à l'intérêt de tous les prévenus qui comparaissent par devers vous, Monsieur le Premier Président. Mais voici une autre question, Monsieur le Premier Président. C'est le Premier Président, parce que l'expert vous a dit tout à l'heure ici que, et par rapport à l'hémorragie cérébrale, le médecin a parlé de 2 causes. Il a donné des hypothèses, Monsieur le Premier Président. Il a parlé des tensions dans le cerveau, il a parlé des chocs, ainsi de suite. Maintenant, notre question est celle-ci. Comment peut-on retenir des tensions cérébrales à l'égard de la mort du policier Kabea? Quand il parle de tensions cérébrales, on peut admettre ou on peut conclure que les policiers Kabea avaient reçu les coups administrés par quelqu'un, ou soit les policiers Kabea avaient reçu les coups lorsqu'il était tombé, ou soit la tension était par rapport à l'AVC. C'est ça les 3 préoccupations, Monsieur le Premier Président. La parole accordée. C'est vrai que c'est pas évident pour le juriste de comprendre les mécanismes qui peuvent amener à la mort. C'est vrai que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est parce que vous n'avez pas eu la formation biomédicale. C'est tout à fait normal. C'est un peu le problème que nous avons avec les termes juridiques. C'est un peu compliqué. Ce sont les griefs que les uns font aux autres, ainsi de suite. Il faut qu'on se comprenne. En médecine, la médecine n'est pas une science exacte comme une autre. Il y a des faisceaux qui conduisent à un certain diagnostic. Ces faisceaux, c'est tout ce que l'on constate d'anormal. Quelqu'un de normal, il marche comme ça. Quelqu'un qui n'est pas normal, il marche comme ceci. Pourquoi il marche comme ça? On cherche à savoir. Et lorsqu'on trouve la cause, on peut mettre le lien entre cette cause et la mort éventuellement. Voilà. Pour l'hypertension. Être détenu, c'est pas passer un temps au cachot, c'est pas comme passer un temps à la plage. On est stressé, on a perdu sa liberté, on n'est pas sûr du lendemain. Si en plus les conditions de détention ne sont pas bonnes, cela influe sur la tension de la personne. Elle peut faire effectivement ce qu'on appelle un pic hypertensif, c'est-à-dire une montée brutale de la tension artérielle. Mais les vaisseaux du cerveau peuvent, si ce pic arrive, peuvent éclater et provoquer ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. On appelle ça accident vasculaire cérébral, ici hémorragique, parce qu'il y a éclatement du vaisseau. Ça peut arriver. Ne l'ayant pas examiné de son vivant, nous ne pouvons pas connaître son état de santé avant. Souffrait-il d'hypertension? Soignait-il cette hypertension ou non? Et ainsi de suite. Donc, la question reste pendante en ce qui concerne l'hypertension. 2. Il y a des maladies qui provoquent une sidération du cerveau. C'est l'épilepsie dont je vous ai parlé. Et quelqu'un qui fait
qui pique une crise d'épilepsie, une crise d'épilepsie ne passe pas inaperçue. C'est tout à fait spectaculaire. Et par conséquent, les co-détenus, s'il était advenu qu'il ait fait, qu'il ait piqué une crise d'épilepsie au cachot ou à l'extérieur du cachot, les témoins privilégiés restent encore les co-détenus. Encore faudra-t-il savoir si le regretté fiston souffrait d'épilepsie. Là, c'est son médecin de famille ou sa famille pourrait nous renseigner sur ce point. Voilà. Nous allons vraiment être concret. Attention. Par une réponse de la part des renseignants, de l'expert, j'allais dire, monsieur le Premier Président. Je reviens toujours à l'une des questions que nous venons de faire poser à l'expert, parce qu'il parle des coûts. Lui étant médecin, lui étant expert, qu'est-ce que la défense peut retenir? C'est un coût ou ce sont des coûts constatés par un individu ou ce sont des coups constatés lorsque la personne était tombée par terre. Nous voulons vraiment être éclairés, précis par rapport à cette réponse. Là, vraiment, nous sommes tout à fait d'accord avec l'expert. Mais la question qui reste pendante, pour ce qui nous concerne, Monsieur le Premier Président, est celle de savoir la tension. Quand est-ce qu'on peut constater la tension au niveau du cerveau? C'est lorsque on vous a administré les coups ou soit c'est lorsque vous êtes tombé par terre. Un coup asséné sur le crâne ébranle le cerveau que la boîte crânienne est censée protéger. Cela peut amener au cisaillement de vaisseaux qui peuvent éclater et donner aussi une hémorragie. L'onde de choc d'un coup sur la tête peut avoir les mêmes conséquences. C'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer dans le rapport. Mais un coup très fort ne va pas provoquer tout de suite une hypertension. Ce sera plutôt l'hypotension. Un coup très fort va provoquer l'hypotension. C'est à cause de ça que la personne va tomber. Parce que quand la tension baisse à un niveau trop bas, la pompe cardiaque ne fonctionne plus normalement. Et donc, elle pompe, comme on dirait, à vide. Et je vous ai dit que les cellules du cerveau sont excessivement vulnérables et sensibles au manque d'oxygène. Et si le cœur ne fonctionne pas, il n'envoie pas le sang au niveau du cerveau, ces cellules seront les premières à souffrir de ce manque. Il y aura syncope, qui est la première phase de l'inconscience. Si on ne fait rien, l'inconscience va s'approfondir, on entre dans ce qu'on appelle le coma. Et si toujours rien n'est fait, cette personne peut mourir. C'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on fait une chute, quelle que soit la façon dont on tombe, il y a toujours une partie du corps qui touche le corps. La première, on peut tomber sur l'arrière, sur le dos, sur l'épaule, ainsi de suite. La tête viendra peut-être en second plan, parce qu'il y a d'abord la chute et puis cela. Quand la tête va cogner le sol, effectivement, à l'endroit où la tête aura cogné le sol, c'est ça l'impact, c'est là que l'on va trouver la lésion. Maintenant, si c'est un coup que l'on a donné, c'est à l'endroit où ce coup a touché le corps que l'on va trouver ces stigmates, comme je vous ai expliqué.
Quelle est la réponse de l'expert? Consistant à ce que KBA a passé plus de 4 jours dans les conditions que lui-même a décrites, sans manger ni boire. Est-ce que dans pareilles conditions, déjà qu'il a dit tout à l'heure qu'être déjà en détention, ce n'est pas être à la plage. Cela peut causer des ennuis sur la santé. Et KBA qui passe 4 jours au-delà, sans manger ni boire, et qu'il a été même constaté que son ventre et sa vessie étaient vides. Est-ce que les conditions telles que décrites peuvent-elles à la base de la baisse du taux de sucre? En pareilles conditions, est-ce que, voudrais-je dire, ces conditions peuvent-elles être à la base d'une crise pouvant entraîner jusqu'à la mort? Nous avons dit. Effectivement, nous avons constaté que il n'y avait rien dans l'estomac, même pas le reste des repas digérés, qu'on appelle chimie. C'était anormal. Et puis, au niveau des mains, nous avons remarqué des signes de déshydratation. Et ce qui a expliqué aussi qu'au niveau de la vessie, on n'a rien trouvé comme urine et ainsi de suite. Et effectivement, l'hypoglycémie peut provoquer une chute comme ça d'ailleurs, et selon la manière dont on tombe, les parties du corps qui touchent le sol peuvent être endommagées. Donc, l'hypoglycémie, comme dit Maître, peut effectivement provoquer ça. Donc, merci beaucoup. Il y a une question pour vous. Il commence d'abord par nous dire qu'il n'y a pas une cause scientifique directe liée à la mort. C'est par principe à la liberté des causes qui peuvent entraîner la mort. Il a émis toutes ces hypothèses. Alors, ma préoccupation, c'est la suivante. Parce que lui, il est l'expert qui est venu nous renseigner. Il commence par nous dire qu'il fallait poser la question aux témoins oculaires, ceux qui ont vécu les faits. La Cour a déjà eu à entendre les témoins oculaires qui étaient présents au moment de l'arrestation de KBA. L'arrestation qui était très violente, où on a administré, on regrettait KBA, des coups de pied, des coups de crosse, et à la tête et à d'autres membranes. Avant même qu'on l'amène à bout. KBA était un homme vivant ce jour-là. Il était en train de régler la circulation. C'est qu'il n'était pas malade. Il était sur la voie publique en train de régler la circulation. On l'interrompt dans ces conditions à faire son travail. On le prend violemment. On le fait monter dans ce qu'on appelle Bercy par la police. Alors, dans cette violence, Bercy, c'est le milieu de l'air dupe derrière. Il y a des barres de fer qui séparent sous cette violence par rapport à ce que vous avez constaté. Est-ce que vous pouvez nous dire les conséquences liées au coup qu'il aurait reçu ces jours-là et les conséquences qui sont liées à la violence qui a été perpétrée contre lui ce jour-là avant de l'amener à l'auditoire? Encore, faudra-t-il souligner qu'en dehors des coups qu'on a adressés le lieu de son arrestation, on ne sait pas ce qui est arrivé quand on l'a amené à la primature. Si on a continué encore, on a gagné. On a tout évité. Alors, l'état dans lequel on a amené à l'auditoire, un état d'un homme très affaibli. Un état d'un homme très affaibli, avec des tenues déchirées. Parce que vous êtes l'expert qui est là pour nous éclairer la cour.
pouvez-vous, en âme et conscience, nous dire par rapport aux exigences de votre métier, dans de telles circonstances, après avoir examiné le corps, que pouvez-vous dire à la Cour dans de telles circonstances? Merci. À l'adresse de l'organe de la loi, d'après ce que je viens d'apprendre, n'ayant pas été témoin de cette violence, et ainsi de suite, c'est ce qui est reporté. Normalement, on n'aurait pas dû l'amener ni au cachot, ni à l'auditorat. Quelqu'un que l'on a lynché, parce que c'est ça qu'il faut sous-entendre, son état nécessite l'hospitalisation et non pas la détention au cachot. C'est une question à laquelle il faudra quand même qu'on réponde. Parmi les interrogations que j'ai posées, c'est dans ce sens-là votre mot. Donc, son état nécessitait une prise en charge médicale, une hospitalisation et non pas une détention. C'est déjà une anomalie en soi. C'est, j'apprends effectivement que l'arrestation était tumultueuse. Les détails que l'on vient d'apprendre ici, de crosse, coup de pied, et ainsi de suite. D'accord. Crosse. Tout objet contondant, comme la crosse. Lorsque on tape sur la tête ou n'importe sur quelle partie du corps, il y aura la forme de la crosse. Voilà, sous forme d'échymose, sous forme d'hématome. Parce que tout objet contondant qui a acquis une certaine vitesse génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et ça se traduit justement sur la cible, soit sous forme de bleu, échymose, soit sous forme de bosse sérosanguine qu'on appelle hématome, et ainsi de suite. Voilà. Donc, à l'adresse de l'organe de la loi, effectivement, si cette version est la réalité, l'orientation était déjà faussée. Et par conséquent, ce n'est pas normal que l'on ait admis en détention quelqu'un dont l'état de santé était fragilisé par les coups éventuellement reçus et le garder pendant 3 à 4 jours. D'où l'importance de revoir encore les conditions de détention, ce qui a pu se passer, et ainsi de suite. J'ai dit. Plus bas là-bas, ce qui nous intéresse, vous dites, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne. Lorsque vous avez opéré l'ouverture de la boîte crânienne, vous avez noté une hémorragie sous-durable et intracérébrale, sans fracture de la voûte crânienne. La voûte crânienne, c'est quoi? Et puis vous dites sans fracture. À la page 6, s'agissant des traumatismes crânio-encéphaliques, vous dites qu'il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde des chocs a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Alors, d'un côté, vous vous dites voûte crânienne sans fracture, et puis fracture de la boîte crânienne. Ces deux concepts-là, ces deux termes techniques, si vous pouvez les placer dans leur contexte pour que nous puissions bien comprendre. La deuxième, c'est par rapport à votre exposé, à votre narration de faits.
Vous donnez la date du décès. Doit-on considérer? Parce que tout à l'heure, là, vous venez de dire qu'il n'appartenait pas au médecin qu'il avait reçu. En cas, selon vous, de suspicion, c'est le médecin légiste. Mais est-ce que cette date ici, du 29 mars 2025, est-ce que c'est la date du décès du défunt KBA que la Cour doit retenir, ou selon vous? Parce que dans le rapport médical, vous ne précisez pas la date et l'heure à laquelle, la date précise et l'heure à laquelle le défunt KBA est décédé. Alors, en lisant votre exposé des faits, votre rétroite, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi. Docteur, vous avez dit ceci, quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors des veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état? Pendant combien de jours? Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps? Cette question va nous renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. La voûte crânienne, c'est tout ça. C'est ça qu'on appelle voûte crânienne. C'est ça. Elle est composée des os, l'os frontal, les os pariétaux, l'os occipital qui est la partie postérieure de la boîte crânienne. Et puis, de chaque côté, les os temporaux. C'est tout ça qu'on appelle la voûte. Le sommet de cette voûte, c'est ça qu'on appelle le vertex. Ce sont des termes usités. Bien. Que se passe-t-il lorsque... Que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert? On a trouvé du sang sous la membrane qu'on appelle la dure mère. Dure mère. C'est une membrane fibreuse qui amarre, qui fixe le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Pour qu'à chaque mouvement de la tête, le cerveau ne bouge pas dans la boîte crânienne. On a trouvé du sang en dessous. C'est ça qu'on appelle hémorragie sous-durale. Sous la dure mère. Ok? Bien. Le sang doit circuler dans ces tuyauteries. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de cela. C'est anormal. Donc dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est percé, l'eau sort. L'eau ne devrait pas être dehors, devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. À la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'hémorragie, l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication
Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu, ni d'ajouter ce que l'on n'a pas vu. Ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous nous battons pour le triomphe de la vérité. En aucun cas, nous ne pouvons taire ce que nous avons constaté. Non. En quoi est-ce qu'on pourrait vous aider alors? Voilà un petit certificat. La personne est arrivée morte à l'hôpital. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait amenée le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la morgue. C'est pour ça qu'on a retenu cette date. Voilà. Le médecin qui l'a eu, lui, sait, puisque c'est lui qui a emmené la dépouille de Fiston à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là que l'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a une plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Si la Cour vous a bien compris, la Cour doit noter que au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent d'autant d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date d'autant de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Donc nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté du décès. Mais est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabea. Mais la dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Accordé. Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez mieux. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes pour ça. À la question que vous m'avez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. C'est tout. Mais maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, ça s'appelle thanatomorphose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme et il gonfle, il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs.
Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit « tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». C'est exactement cela, et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs, il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, c'est pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés dans la savane ou ailleurs. On ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem, le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on examine, où on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem. On utilise toutes ces méthodes-là. Donc il y a moyen. Ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la morgue. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que ces personnes n'étaient pas nourries. Parce que quand vous mangez, il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins. Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste de repas, ça nous permet de dire la mort remonte à autant d'heures et ainsi de suite. Voilà un peu. Au parti, au procès, est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit, qui a vu Jésus, en fait, qui a vu le père d'appui dépassé par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. En ce qui concerne les prévenus, nous avons une question juste, tout est clair. Il n'y a plus de questions, tout est clair. Ok. Greffier, veuillez acter que les parties ont constaté, en fait la Cour constate que les parties n'ont plus de questions à poser et déclare que l'intervention du docteur, du général est tout à fait claire. C'est la partie publique. Donc du côté partie civile. La conclusion demeure l'élément clé de toutes les hypothèses, évidemment, les différentes théories développées par le professeur. Pour nous, en écoutant les différentes explications et en écoutant ici la partie prévenue de leurs explications, des questions du ministère public, tout de suite,
Après d'autres devoirs que la Cour a pu solliciter la fois de l'audience, je dis de l'audience de la fois passée, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on aille au fond. On a trouvé un corps longé au sol avec une photo qui saignait au nez, aux oreilles et partout. Maître, est-ce qu'on peut libérer l'expert? Vous pouvez le libérer, mais nous, on s'attelle qu'au fait et à ça. Ok, merci. Nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Droit et finance.